Bismillahirrahmanirrahim, chers élèves. Dans cette partie concernant une révision de l'écologie, essentiellement les techniques d'un milieu naturel en écologie, les techniques d'étude, comme exploitation de la sortie écologique. Pour cette partie-là, d'abord on va citer des définitions, ensuite on va passer pour réviser les techniques comme la répartition verticale, la répartition horizontale et l'étude statistique. L'écologie, le mot écologie est inventé en 1866. Il est défini comme étant la science de l'environnement qui étudie les relations des êtres vivants dans leur milieu. On a bien mentionné le milieu naturel ou bien l'écosystème. Ce milieu naturel il est composé par deux parties. Une partie vivante, ce sont les êtres vivants, et une partie non vivante, c'est le milieu. Le mot écologie vient de composé de deux parties. Éco, ça veut dire maison ou bien habitat. Logos, ça veut dire science, donc c'est la science de l'habitat. Yani ewa ilm al-miskan. On étudie l'écologie pour répondre aux questions suivantes. Quelles sont les conditions d'existence des êtres vivants? Dans un milieu donné, on trouve des êtres vivants et on ne les trouve pas dans un autre milieu, donc on va chercher quelles sont les conditions d'existence des êtres vivants dans un tel milieu et leur absence dans autre milieu. Ainsi, il y a des interactions ou bien des relations qui s'établissent entre les êtres vivants eux-mêmes. Faune et flore, yani nabatat wa hayawanat. Et il y a des interactions entre les êtres vivants et leur milieu. Dans l'écologie, on étudie deux types d'interactions. Interaction entre vivants et vivants. Interaction entre vivants et non vivants, c'est-à-dire vivants et milieu de vie. Pour cela, on note les facteurs écologiques, l'awamil, le BIA. Un facteur écologique est un élément de l'environnement qui agit sur un être vivant et influence son développement. Ces facteurs écologiques pourraient être subdivisés en deux parties ou bien en deux catégories. Les facteurs abiotiques, l'awamil hayatiya, la hayatiya ou la ihyaiya. Ces facteurs abiotiques sont ceux liés à l'action de non-vivants sur le vivant, comme par exemple les facteurs du sol, dites aussi facteurs idafiques, l'awamil turbawiya, exemple nature du sol, acidité, texture, humidité, aération, et les facteurs climatiques. Les facteurs climatiques, l'awamil munakhiya, précipitation, tasaqutat, température, ensoleillement, ida'a, humidité, le vent, et ainsi de suite. Donc les facteurs abiotiques, ce sont des variantes ou bien des composantes physico-chimiques du milieu. Les facteurs biotiques, biotiques ça veut dire vie, l'awamil al-hayatiya ou l'awamil al-ihyaiya, ce sont liés à l'action de vivant sur le vivant, comme par exemple les relations alimentaires ou bien les relations trophiques. On peut les noter comme facteurs biotiques. Par exemple, pour la faune ça veut dire les animaux, présence de proies, wujud farissa, de prédateurs muftaris, décomposeurs muhallil, ainsi de suite. Pour la flore, les végétaux servant de nourriture, abri, makhba, présence d'herbivores, ainsi de suite. Et aussi l'humain ou bien l'homme intervient comme dans les facteurs biotiques. Maintenant on passe aux techniques de terrain. Exemple forêt. Dans une forêt, on peut étudier les végétaux selon une modalité qui est
la répartition verticale des végétaux. On voit bien que chaque végétal, il a une longueur. Cette longueur-là, on peut classer les végétaux en strates. Cette technique utilisée dans le milieu forestier selon la nature de l'appareil végétatif et sa hauteur. Les végétaux sont subdivisés en strates. Strates, ça veut dire en couches. Chaque strate correspond à un intervalle de hauteur. On subdivise les végétaux selon leur hauteur. On peut mesurer la hauteur des arbres en utilisant un triangle, comme montre l'image suivante, et ainsi on peut estimer la longueur de l'arbre. Donc la longueur de l'arbre à grand H ou bien à D est égale à la longueur de l'observateur, petit h, ou bien ici BD, plus la distance qui sépare l'observateur de l'arbre. Donc c'est une estimation de la hauteur. Après avoir estimé la hauteur des arbres, ou bien mesuré, on subdivise la couverture végétale en couches. La première couche, la plus haute, c'est la couche arborescente, tabaqa shajariya. Ensuite, la deuxième couche, c'est la couche arbustive, tabaqa shujariya. Et la couche herbacée, tabaqa al-ushbiya. Ensuite, une couche qui est attachée, bien attachée au sol, essentiellement dans les climats humides, comme par exemple les champignons et les mousses. C'est un type de plante, dite la strate mucinale, tabaqat al-ashnat wa al-hazaziyat. Et on peut aussi ajouter une strate ici, qui n'est pas écrite, c'est la strate souterraine, qui est formée par les racines, les bulbes, les rhizomes, et tout ce qui existe au-dessous du sol. La répartition verticale des végétaux. Dans un peuplement complexe comme la forêt, il existe une hiérarchisation des plantes suivant leur hauteur. Ces étages superposés sont des strates qui forment une stratification verticale des plantes. On distingue la strate arborescente, la strate arbustive, la strate herbacée, la strate mucinale et la strate racinaire ou souterraine. Ensuite, la répartition horizontale. J'ai déjà bien expliqué cette répartition horizontale, essentiellement comment réaliser une coupe de répartition horizontale des végétaux à partir de cartes, la carte topographique, la carte phytogéographique et la carte géologique. Vous allez se référer pour la vidéo, donc dans une vidéo qui décrit cette démarche de coupe de répartition horizontale. On voit ici le résultat. Donc dans ce résultat, je révise. On a d'abord dessiné le profil topographique. Ensuite, on a posé, suivant un codage, les plantes sur le profil topographique d'après la carte phytogéographique. Et ensuite, d'après la carte géologique, on a mentionné le type du sol. J'ai ici une remarque importante parce que ici on a dessiné le codage du type de sol, mais ce codage n'a pas respecté les règles de carte géologique, donc parce qu'en tronc commun on ne fait pas la coupe géologique, et dans la carte bien sûr géologique, lorsqu'on voit cette carte, les coupes, les roches ne sont pas horizontales, ils sont pliés, c'est-à-dire ils présentent des plis. Alors, fin de la remarque. Si on étudie cette coupe, on voit bien que le pistachier est présent sur le calcaire, tandis que le chêne liège il est absent sur le calcaire, donc il est présent sur le sol, le schiste, et sur l'argile. On voit des herbacées et l'absence de chêne liège et de chêne vert.
Pourquoi? Donc on voit ici qu'il y a une influence des facteurs hydrophiques, essentiellement la nature du sol, calcaire ou bien siliceux, et ainsi que la topographie. Ici est le sol argileux. On voit l'absence des végétaux. Pourquoi? On va poser des questions. Ces questions nous vont ouvrir un grand angle pour étudier les facteurs hydrophiques. Après ces deux techniques de répartition verticale et horizontale, on passe à l'étude statistique des espèces végétales. Donc pour un recensement des végétaux, d'abord on passe par des différentes étapes. Première étape, c'est le choix d'une station homogène. واختيار محطة متجانسة. Ici nous sommes dans un terrain est vaste. Dans un terrain, on voit bien des forêts, ici qui est, on voit des grands arbres. Ensuite, un lac, c'est un milieu aquatique. Et ensuite, on voit des prairies. Pour étudier les végétaux, on va bien l'étudier soit dans la forêt, soit dans la prairie, soit dans le lac. Ici, la notion de station homogène. La première opération dans l'étude statistique dans un milieu écologique consiste à se repérer à une station d'inventaire homogène au niveau du peuplement végétal. Le choix de cette station d'inventaire doit se faire parmi les 5, par exemple là. 1, c'est une prairie. La prairie, donc, il est homogène, c'est une station homogène. 2, c'est une forêt. La forêt, c'est une station qui est homogène. Le lac aussi, c'est une station homogène. Par contre, les frontières entre deux stations homogènes, comme 4 par exemple ici et comme 5, ce sont des stations qui sont hétérogènes. On constate, d'après cette figure-là, que les stations prairies et forêts et lacs sont des stations homogènes, mais les stations 4 et 5 ne sont pas homogènes car ils sont situés dans les limites de deux stations de deux milieux différents. Donc ces limites ou bien ces frontières s'appellent des lisières, et les lisières sont considérées comme des zones qui sont hétérogènes. Donc pour faire un bon relevé, les jardins nabatat, il faut choisir des surfaces homogènes qui se trouvent au fond du milieu et qui va nous donner une vraie idée sur le milieu étudié. Après avoir choisi la station, après avoir donc identifié la station homogène, dans cette station, on va délimiter une surface du relevé. يعني تحديد المساحة الدنيا للجرد. الجرد هو حساب النباتات. C'est délimiter l'aire minimale pour le relevé. تحديد المساحة الدنيا للجرد. Pour délimiter cette station, on va se référer à la technique du quadrillage. Donc à l'aide par exemple des cordes, on va délimiter des petites surfaces, par exemple 1 mètre carré. Et dans ce 1 mètre carré, on va compter le nombre des espèces. Par exemple là, dans 1 mètre carré, on a trouvé 15 espèces. On ne dit pas 15 individus, mais 15 espèces. On va nommer, on va recenser les espèces. Ensuite, on va augmenter la surface à 2 mètres carrés. Et dans 2 mètres carrés, on a trouvé 48 espèces. Ensuite, on double la surface jusqu'à 4 mètres carrés. Dans 4 mètres carrés, on trouve 59 espèces et ainsi de suite. D'après ce tableau-là, on va déterminer ce qu'on appelle l'aire, ou bien délimiter l'aire minimale pour le relevé. Comme vous voyez là, pour cette courbe-là, on voit bien que la surface du relevé en mètres carrés et le nombre des espèces. Donc le graphique montre la variation du nombre des espèces
végétale en fonction de la surface du relevé. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que en augmentant la surface, le nombre des espèces aussi augmente jusqu'à un point. Dans ce point, le nombre des espèces se stabilise. Donc on fait la projection de ce point vers le bas, vers l'axe des abscisses, et on note ici la surface minimale du relevé. Et la surface minimale du relevé dans ce tableau-là, c'est 16 mètres carrés. On constate que le nombre des espèces augmente avec l'augmentation de la surface du relevé, mais à partir de la surface 16 mètres carrés, le nombre des espèces reste constant. Donc l'aire minimale du relevé est la plus petite surface qui consiste tous les êtres vivants. Donc il est de 16 mètres carrés. يعني هنا تم تحديد المساحة الدنيا لإجراء الجرد وهي 16 متر مربع. Ensuite, comment collecter et exploiter les données statistiques. Pour exploiter le milieu, donc on va avoir une idée sur ce qu'on appelle l'abondance, la dominance et le coefficient d'abondance-dominance. L'abondance, c'est quoi? C'est le nombre d'individus de la même espèce dans une unité de surface du milieu naturel. L'abondance هي الوفرة. الوفرة هو عدد أفراد نفس النوع في مساحة معينة. Mais il est difficile de déterminer la valeur exacte de l'abondance. Les écologistes recourent à l'utilisation d'autres coefficients. La dominance, il y a السيادة أو التغطية. C'est la surface recouverte par tous les individus de la même espèce. يعني هي المساحة المغطاة من طرف جميع أفراد نفس النوع. Il s'estime par une projection verticale de l'appareil aérien de la plante sur la terre. هي مساحة التغطية بإسقاط عمودي للجهاز الهوائي للنباتات. Le coefficient abondance-dominance qui lie l'abondance et la dominance déterminé en utilisant l'échelle de Brown-Blanquette. C'est cette échelle allant de plus jusqu'à 5. De plus en plus que le coefficient augmente, la surface recouverte par les êtres vivants est plus grande jusqu'à être supérieure à 75%. Par exemple, plus, abondance-dominance faible, 1, une dominance moins de 5%. 2, on voit que l'abondance élevée, la dominance elle est comprise entre 5 et 25%. Ensuite, 3, comprise entre 25 et 50%. 4, entre 50 et 75%. 5 est supérieur à 75%. Donc, dans le milieu, dans la surface minimale qui est déterminée, chaque espèce, on va lui associer le coefficient de l'abondance-dominance, soit plus 1, 2, 3, 4 et 5 s'il existe. Et s'il n'existe pas, on va lui associer le signe moins. Dans ce tableau-là, on voit, donc on va regrouper le nombre des espèces qui sont trouvées dans le milieu, comme par exemple l'Asphodylus microcarpus, Pistachia lentiscus, Rhus pentaphyllum, ainsi de suite. Et dans cette ligne, on note les relevés R1, le relevé numéro 1, relevé 2, relevé 3, relevé 4, jusqu'à le dernier relevé. Et pour chaque relevé, on lui a associé le coefficient d'abondance-dominance, par exemple l'espèce 1 absente, 2 plus faible, et ainsi de suite. Le relevé 2, les espèces 1 plus, l'espèce 2 plus, l'espèce 3, Rhus pentaphyllum 3, et ainsi de suite. On va voir ici un tableau qui note les différentes relevés et les différentes espèces dans le milieu avec leur coefficient d'abondance-dominance.
Voilà l'exploitation des données statistiques collectées au cours de la sortie écologique. Après, on calcule la fréquence. La fréquence, c'est quoi? C'est le nombre de relevés contenant l'espèce sur le nombre total de relevés, multiplié par 100. Cette fréquence-là, allant de 0% jusqu'à 100%. On va se retourner vers la dernière diapo. Par exemple, Asphodylus microcarpus, on voit ici absent, présent, 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 présent. Donc il est présent dans 5 relevés parmi 6. Sa fréquence, تردد, هو F تساوي 5 divisé par le nombre total 6 multiplié par 100. L'autre, Pistachia lentiscus, présent, présent, présent et présent. Et donc il est présent dans 6 relevés parmi 6. Et la fréquence sera 6 sur 6 multiplié par 100, c'est 100%. Rhus pentaphyllum, on voit ici absent, présent, présent, quel que soit le coefficient d'abondance-dominance, absent, présent, présent. On compte 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, 1, 2, 3, 4. Il est présent dans 4 relevés parmi 6. Alors, la fréquence sera 4 sur 6 multiplié par 100. Et dans la fréquence, il y a le nombre de relevés contenant l'espèce sur le nombre total de relevés réalisés. Et là, ici, on a la fréquence de chaque espèce. Cette fréquence, s'il est inférieur à 20, s'il est inférieur à 20, on note que le coefficient de fréquence ou bien l'indice de fréquence. L'indice de fréquence est égal à 1, grand 1. L'espèce est dite accidentelle. Si la fréquence est comprise entre 20 et 40%, l'indice de fréquence est égal à 2, l'espèce est dite accessoire. La fréquence entre 40 et 60%, l'indice de fréquence est 3. On donne l'indice de fréquence 3, l'espèce est assez fréquente. La fréquence comprise entre 60 et 80%, l'indice de fréquence sera 4, l'espèce elle est fréquente. Si la fréquence est très élevée, entre 80 et 100%, l'espèce est donc elle est très fréquente. Après, pour caractériser un milieu donné, on réalise l'histogramme et la courbe de fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire l'histogramme et la courbe de fréquence? Ici, on note l'indice de fréquence. Ici, le nombre des espèces. Par exemple, 2 espèces ont un indice de fréquence 1. Et on a 13 espèces qui ont un indice de fréquence 2. 5 espèces ayant un indice de fréquence 3, 4 espèces ont un indice de fréquence 4 et 3 espèces ont un indice de fréquence 5. Le graphique représente quoi? Représente le nombre des espèces en fonction de l'indice de fréquence. On voit ici 2 types de courbes. La première courbe, il a un seul mode. On dit qu'il s'agit d'une courbe homogène, une courbe unimodale. Par contre, le milieu 2, on voit ici qu'on a 2 modes. La courbe ici est nommée bimodale. Alors, l'histogramme et la courbe de fréquence, soit il est unimodal, soit il est bimodal. Pour caractériser un milieu donné, on réalise
l'histogramme et la courbe de fréquence. La courbe unimodale indique que la station étudiée est homogène. Dans le cas contraire, s'il est bimodal ou bien ou bien multimodal, la station est dite hétérogène, indiquant que les espèces qui ont un indice de fréquence soit 4, soit 5, sont des espèces dites indicatrices du milieu et qui vont caractériser le milieu. Si vous avez bien suivi et bien compris, voilà un exercice là. On a ici un tableau. Ce tableau présente des relevés. Ces relevés allant de R1 vers 6. Ici les espèces. Et chaque espèce a un indice de dominance. Donc l'indice de son indice de dominance allant de 2 jusqu'à 5. Ici on note il y a plus 1, 2, 3 et 4. Vous allez à compléter le tableau en calculant la fréquence et calculer l'indice de fréquence. Après avoir calculé la fréquence et l'indice de fréquence, réalisez l'histogramme et la courbe de fréquence. Que pouvez-vous déduire à propos de l'homogénéité de ces associations des relevés? Merci beaucoup et à une autre vidéo, Inch'Allah.